Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Hirsch. Jean-François, toi, tu es déjà praticien en hypnose. Ça fait plus d'une quinzaine d'années, c'est ça, à peu Non, près? pas tant. On s'en approche tranquillement. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce. D'accord, avec quand même pas mal de séances à ton actif, quand même. Un très grand nombre de séances à mon actif, oui. Et donc tu exerces sur Paris? J'exerce sur Paris, dans le 17e arrondissement. D'accord. Et puis ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est que tu as été formé, alors tu es déjà formateur à l'Arche, tu interviens en tant que formateur, et tu as été aussi formé par Paul Ekman. Pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs Paul Ekman, donc c'est un psychologue américain qui est quand même principalement connu pour tous ses travaux, toutes ses études sur les émotions et en particulier les micro-expressions, et puis on peut dire de l'analyse comportementale de manière générale. Justement déjà, est-ce que toi tu peux définir un peu ce que c'est que l'analyse comportementale ? C'est l'étude en fait de la façon dont les émotions, qui se présentent pour l'être humain d'une façon immédiate, sans qu'on ait la possibilité d'y faire quoi que ce soit, s'expriment. Et ça par les différents canaux de communication. Ces différents canaux de communication, si on devait les résumer, on pourrait le faire au titre de 3 grands canaux d'expression, que sont les expressions faciales, également le langage corporel, et enfin le langage verbal et le verbal et le paraverbal. D'accord. Plus précisément, du coup, une micro-expression, c'est quoi alors ? Alors une micro-expression, micro, pour le coup, c'est un caractère très spécifique. Les expressions, on les connaît tous, elles nous envahissent. Quand vous êtes content, eh bien on se met à sourire. Quand on est triste, voilà, ça se voit également. Donc ça, c'est principalement ce qui nous intéresse dans le cadre de l'analyse comportementale, c'est-à-dire s'appliquer à repérer quand on a une conversation avec quelqu'un, quand il s'agit d'une enquête, ou bien dans le cadre du métier que j'exerce, qui est celui de l'accompagnant, de renseigner sur l'état émotionnel que traverse la personne dans l'instant. Il y a plein d'émotions qui nous animent. Cependant, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce que l'on appelle les expressions dites universelles. Alors, il s'agirait de décrire un petit peu ce que sont les expressions universelles. Elles ont été décrétées par Ekman comme étant universelles, c'est-à-dire appartenant à une structure cérébrale, c'est-à-dire innée et non pas le fruit d'un apprentissage. C'est-à-dire qu'a priori, dès qu'on naît, on a cette capacité d'exprimer cette émotion toujours de la même façon et quelle que soit notre localisation sur Terre, qu'on vive au Pérou, qu'on vive en France, qu'on vive en Allemagne, il y a cette expression et c'est ce qui caractérise leur universalité, je vais y arriver, qui se représente toujours de la même façon. Alors justement, déjà, est-ce que les travaux de Ekman s'appuient quand même sur quelque chose de scientifique ? Est-ce que c'est plus empirique ? Pour le coup, c'est scientifique, puisqu'on parle de preuves en ce qui concerne son travail. Pour la petite histoire, peut-être que je me trompe, mais je crois que, suite à des circonstances particulières, son attention s'est portée principalement, il était psychologue, s'est portée principalement sur la possibilité de détecter du mensonge, et il s'est intéressé très naturellement aux expressions faciales. Et il s'est demandé la chose suivante, il s'est dit, tiens, est-ce que les émotions s'expriment toujours de la même façon chez l'être humain ? Donc il est parti avec un petit set de photos, je crois que c'était en Nouvelle-Guinée. Peut-être que je fais une erreur, là pour le coup, ça fait très très longtemps que je n'ai pas révisé l'histoire de Ekman. Il s'est donc retrouvé en Nouvelle-Guinée, dans une tribu qui n'avait pas eu de pollution externe par le reste du monde, et en leur présentant comme ça la représentation de certaines émotions sur le visage, que sont la joie, la tristesse, le dégoût, le mépris, j'en passe, il s'est rendu compte que les personnes savaient non seulement reconnaître l'expression, elles savaient à quoi elle correspondait, mais mieux encore, quand ils ressentaient cette émotion, elle s'exprimait exactement de la même façon que sur les photos. Donc il s'est dit que, a priori, il n'y avait strictement rien de culturel, que c'était quelque chose qui appartenait naturellement à notre fonctionnement d'humain, et d'une façon un peu plus large que l'on retrouvait également chez les primates, dont nous faisons partie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui imaginent que l'analyse comportementale, c'est par exemple juste dire tiens, j'observe tel mouvement, donc ça veut dire telle chose. Ils vont peut-être parfois un peu vite dans les interprétations, c'est pas aussi simple finalement. Rien n'est simple d'une manière générale, c'est l'accumulation de plein de détails qui va nous donner, là vraiment en ce qui concerne la détection de mensonges ou la recherche de crédibilité, qui va nous donner une impression de congruence. En gros, quand on étudie ça chez Ekman, on apprend qu'il n'y a pas de nez de Pinocchio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de geste, il n'y a rien
seuls et isolés qui nous garantissent que la personne est en train de mentir. Que ce soit je me gratte le nez, que ce soit j'ai le regard fuyant, non, rien de tout ça ne nous indique qu'une personne est en train de mentir. Par contre, quand on s'intéresse à l'ensemble de tous les différents canaux d'expression des émotions, alors on peut commencer à déterminer s'il y a plutôt de la congruence ou plutôt de l'incongruence. Et c'est en fonction des questions que l'on va poser que ce faisceau va se préciser et qui va nous faire dire, tiens, ben voilà, le discours ou le témoignage qui nous est donné est congruent à un certain nombre de pourcentages ou incongruent à un certain nombre de pourcentages. Grossièrement, parce que je sais que ça peut prendre du temps à analyser les comportements, mais si on devait, je dirais, définir les étapes pour arriver à faire une analyse, finalement, ça structurerait comment alors? Déjà, apprendre d'une manière un peu générale, par une grille de lecture, comment les émotions qui traversent un être humain s'expriment. Alors, on va apprendre peut-être le premier canal d'expression, à savoir le visage, c'est-à-dire toutes les expressions faciales. Dans un deuxième temps, on va apprendre le canal d'expression lié au langage corporel. Et puis enfin, dans un troisième temps, on va apprendre tout ce qui concerne le verbal et le paraverbal. Ça, a priori, quand on commence déjà à identifier comment les émotions s'expriment sur ces différents canaux, c'est déjà une première chose de faite. Et puis après, il y a une forme de protocole que l'on enseigne. Après, on peut s'en détacher, bien entendu, mais qui va nous permettre d'avoir justement cet axe de congruence. La première des choses élémentaires à retenir, c'est que nous sommes, en tant qu'êtres humains, assujettis au contexte. C'est-à-dire que le contexte dont nous évoluons, forcément, nous influence. Le premier contexte que nous partageons, ceux qui sont en train de regarder la vidéo, mais toi et moi à cet instant, pourquoi pas, c'est la météo. Le simple fait qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, ou au contraire qu'il fasse froid, peut influencer notre façon de nous comporter, mais également notre humeur. Peut jouer sur énormément de choses. S'appliquer à repérer un contexte dans une situation, ça va nous permettre de révéler quels sont les enjeux pour le témoin. Je prends souvent l'exemple d'une personne qui serait amenée à témoigner dans une cour de justice contre son patron et que le patron soit présent à l'intérieur de la salle. On comprend bien que l'état émotionnel qui doit traverser ce témoin est assujetti à ce contexte. C'est-à-dire que si je dois dire des choses terribles contre mon patron alors qu'il est là et que je reprends le travail demain, c'est pas forcément super réjouissant. Mieux encore, ça peut m'être parfaitement préjudiciable pour l'avenir. Donc prendre en considération le contexte, ça nous permet de voir alors quelles seraient les influences qui s'exercent alors sur le témoignage. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être peut-être de pitcher, c'est-à-dire de résumer de la façon la plus concise possible l'histoire qui nous a été donnée, la résumer. En faisant ça, on va très facilement repérer quel est l'enjeu de l'histoire. Alors, il y a un terme un peu spécifique qu'on utilise pour ça, on va le dénommer comme étant le hotspot. Enfin, on va s'appliquer également à définir ce que l'on appelle la ligne de base de la personne, c'est-à-dire la constance émotionnelle sur l'ensemble des différents canaux d'expression. Nous avons tous une forme là, par exemple, depuis le début, je pense que nous n'avons pas vraiment changé de ligne de base. Elle s'inscrit plutôt dans le calme en ce qui te concerne, moi également. On voit que quand je parle, a priori, il y a mes mains qui bougent, et que quand je me tais, que j'écoute, mes mains retombent. Mais ça va nous permettre, en définissant cette ligne de base, de repérer tout ce qui semblerait, a priori, étonnant, échapper à cette ligne de base, la casser. Et ce qu'on va rechercher alors, ce sont les points de fracture. Les points de fracture, alors je ne sais pas si on est en plan d'ensemble ou si on est en gros plan, mais si par exemple d'un seul coup, alors qu'on est dans cette ligne de base, je veux même rapprocher comme ça, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'à cet instant, il se soit rapproché comme ça. Et puis enfin, il va s'agir de repérer, alors bien entendu tout ça se fait en même temps, tout ce qui concerne les expressions de nos émotions, c'est-à-dire de repérer l'ensemble des signaux, des expressions faciales, mais également l'ensemble de tout ce qui peut se présenter au niveau de notre langage corporel, et puis également de s'intéresser à tout ce qui pourrait être différent dans notre façon de nous exprimer. Si par exemple, d'un seul coup, je me dis à faire ou que je me mets à utiliser des injures, on comprendra que vraisemblablement, quelque chose à un niveau émotionnel s'est mis en place qui d'un seul coup dérange
ou dérègle mon fonctionnement usuel. C'est-à-dire, je sors de ma ligne de base. Et chaque fois qu'on voit un point de fracture, on est en droit de se demander, tiens, qu'est-ce qui a pu se passer pour la personne à un niveau émotionnel, car nous sommes avant tout émotionnels avant d'être intellectuels. Nous sommes gouvernés par nos émotions, ce sont nos émotions qui nous dirigent. Et que l'un dans l'autre, eh bien, apprendre à repérer ces différents points de fracture nous permet de voir si l'expression de ces émotions, quand elles se présentent dans ces points de fracture, semble congruente avec tout ce qui est dit, avec tout ce qui est présenté, ou alors, encore une fois, incongruente. Et alors du coup, est-ce qu'on peut être sûr à 100% de l'émotion qu'on observe? Alors, en ce qui concerne, en tout cas, les expressions faciales, il y a certains muscles qui rentrent en action que l'on qualifie comme étant des muscles fiables. Et que si on les repère, nous pouvons être absolument assurés que c'est bien de cette émotion dont il s'agit. Prenons l'expression par exemple du mépris. On verra alors que le muscle fiable concernant le mépris, c'est la bouche ourlée. Ça ne veut pas dire que quand une personne méprise, le dégoût, excusez-moi, je me suis trompé, le dégoût. Mais ça veut dire quand une personne est dégoûtée, ça ne veut pas dire que forcément ce muscle fiable se mettra en action. Mais ça veut dire que si on le repère, on peut être assuré que la personne, quand on le repère, est dégoûtée. Est-ce qu'il y a des différences aussi, alors je sais pas, c'est un terme aussi un peu technique, mais avec la synergologie du coup, avec l'analyse comportementale? Je pense que la synergologie rentre dans le cadre de l'analyse comportementale, c'est simplement une grille de lecture radicalement différente. Je ne la connais pas, et ce que j'en connais a priori ne semble pas correspondre avec l'idée que je me fais de cette pratique. Maintenant, bien évidemment, j'imagine qu'il y a des synergologues, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont peut-être moins dans l'assurance. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de pouvoir imaginer, et encore une fois, je connais très très mal la synergologie, mais de pouvoir forcément assigner un fait à une réponse. Je pense qu'il s'agit d'avoir beaucoup de distance et de chercher un grand nombre d'indices avec beaucoup de précautions par rapport à ça. Toujours dans le cadre du mensonge et de la vérité, si d'un seul coup on dit à quelqu'un qu'il est en train de mentir et que ce n'est pas le cas, même d'ailleurs si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que le rapport soit totalement éteint tout de suite. Donc se donner une grande latitude, de pouvoir avoir également une grande remise en question par rapport à tout ce qu'on pourrait échafauder, c'est pour ça que je préfère parler de congruence d'un discours plutôt que de vérité ou de mensonge. Alors après, plus peut-être maintenant dans le cadre de la thérapie, en quoi c'est utile de savoir observer les émotions? Alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est que de nombreuses études ont révélé que quel que soit l'outil thérapeutique qu'un compagnon peut utiliser, c'est pas tant ça qui va garantir en premier lieu ce qu'on pourrait qualifier de réussite d'une thérapie, mais bien plus le rapport. C'est-à-dire le lien qui s'établit entre l'accompagnant et l'accompagné. Le simple fait d'être attentif, n'allons pas forcément jusqu'à l'analyse comportementale, mais vraiment attentif à l'autre et dans ce qu'il peut exprimer, renvoie un message qui est évident, je m'intéresse à toi. Ce qui est quand même très très favorisant quand il s'agit de créer un rapport. Si a priori je ne suis pas intéressé à l'autre, il peut le ressentir très rapidement et que ça ne va pas favoriser notre communication. Ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que ça va nous permettre de sortir de la subjectivité de l'individu. En faisant ça, en s'intéressant à l'analyse comportementale, on va principalement privilégier tout ce qui concerne les émotions dans l'instant de la personne. Et que ces émotions échappant totalement au contrôle de la volonté consciente, elles sont d'une grande sincérité. C'est-à-dire qu'on sort alors de la subjectivité, on l'apprend très rapidement quand on est accompagnant, d'autant plus quand on fait de l'hypnose, notre subjectivité, c'est la base, c'est la base. Et que si on se base exclusivement sur cette subjectivité, on peut être totalement entraîné sur un point de vue totalement dérivant de la problématique initiale. Par contre, si on repère dans le cadre, je ne sais pas, d'une phobie, qu'il y a vraiment des manifestations émotionnelles de peur, là, à ce moment-là, on peut être assuré qu'il s'agit vraiment de ça. Et que c'est de ça dont il s'agit, c'est là-dessus qu'on va travailler. Qu'il s'agisse, je ne sais pas, qui s'adresse à la vidéo, peut-être principalement aux hypnos, qu'il s'agisse d'une activation ou une désactivation d'encre, par exemple. Et alors, toujours dans le cadre de la thérapie, admettons, donc j'ai une personne, j'observe une micro-expression, qu'est-ce que je fais alors à ce moment-là? Ça va nous permettre de définir un questionnement. Ça, on le sait également, dans l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, surtout quand on débute. On ne sait pas forcément toujours quel type de questions poser. Je me souviens que principalement dans les grandes écoles d'hypnose, on apprend l'hypnose avec une base PNL
assez importante, pour pas dire principale. On peut s'en éloigner souvent d'ailleurs dans la pratique à mesure que l'on grandit en expérience. Il y a ce qu'on appelle la détermination d'objectifs, qui est un procédé purement PNL dans presque tous les enseignements d'hypnose. Je dis bien presque tous, Dieu merci, c'est pas forcément le cas. Et que cette détermination d'objectifs donne une sorte de bon questionnement à poser aux personnes, mais il y a d'autres exercices thérapeutiques qui donnent aussi une ligne de conduite de questions. Le clean langage, par exemple, enfin bon, j'en passe. Donc là, ça va nous permettre de sortir de ces sentiers très balisés et d'aller plus précisément au contact de la réalité instantanée de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle ressent. Ça, on ne peut pas tricher. Donc, si je note, et j'en suis assuré qu'il y a de la peur, ça va pouvoir me permettre instantanément de développer les différentes questions parce que je travaillerai sur cette peur. Et alors j'imagine aussi pendant les séances d'hypnose en elles-mêmes, ça va être très utile à la calibration, du coup aussi de savoir... On reste dans le même principe, c'est de la calibration. C'est de la calibration. Si on utilise par exemple ce qu'un de mes potes appelle du lead brain, ou tout simplement essayer de générer du oui et de générer de l'accord, on pourra voir la sincérité de ce oui ou la non-sincérité de ce oui. Ça aussi, c'est très très important. C'est de savoir si l'autre vous suit ou si vous suit pas. Ça nous permet alors de faire machine arrière si on se rend compte que la personne ne nous suit pas. Ça ne sert à rien de continuer dans le même sens si a priori, on n'entraîne pas les wagons. Oui, puis tu parlais de la PNL et c'est vrai que là aussi, pour ceux qui sont formés en hypnose, on nous apprend cette grille de lecture au niveau du mouvement des yeux, comme quoi si on regarde à gauche, c'est plus le remémorer, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maintenant, après toutes les connaissances que tu as pu accumuler de cette grille de lecture, du coup? Alors, pour le coup, je suis un peu embêté parce que je suis formateur dans une école qui apprend les mouvements oculaires liés au VACOC. Cependant, l'inventeur de ce fonctionnement étant Bandler et Grinder, Bandler disant lui-même depuis que c'est de la foutaise, je ne peux que partager son avis. Ça me fait rebondir aussi sur parfois ce qui a été un peu raccourci aussi, comme quoi quand on regarderait en haut à droite, ça veut dire qu'on ment alors que... Oui, là pour le coup, ça n'a rien de systématique, reste à savoir comment l'individu fonctionne. C'est ça qui est au centre de toute notre pratique, c'est comment tu fonctionnes, c'est-à-dire de rendre à l'individu son statut d'individu. Bien entendu, il y a des fonctionnements qui sont un peu communs, inhérents à l'ensemble de l'espèce humaine. A priori, nous sommes bipèdes, mais je pense que surtout dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, c'est bien de rendre à l'individu son caractère d'individu. C'est-à-dire, je me différencie bien du reste du monde, tout simplement. Je pense que si je pose pas la question, on m'en voudra, mais est-ce qu'il y a des indices, du coup, pour repérer les mensonges, alors? Il y en a plein. En tout cas, il y a principalement des indices pour repérer la vérité. Et que quand, d'un seul coup, on est en carence de ces indices, on peut être suspect de la qualité du discours qui nous est donné. Voilà. J'ai dit vérité, d'ailleurs, je pense que c'est un mauvais mot, mais en tout cas, on va dire de sincérité. Voilà. Est-ce que les enfants, eux aussi, arrivent peut-être plus facilement à détecter nos émotions? Est-ce que c'est plus simple pour nous de les détecter chez eux? Comment ça se passe, la différence peut-être entre enfants et adultes? Est-ce qu'il y en a? Alors là, encore une fois, plusieurs points. Le premier étant que j'ai une connaissance des enfants qui est tout simplement médiocre. Ma seule grande référence, c'est mon petit-neveu, que je vois pas si souvent que ça, malheureusement, parce que je l'aime beaucoup. Mais n'ayant pas d'enfant moi-même et quand même m'y intéressant relativement peu, c'est difficile de répondre à ça. Après, au-delà de ça, ce que je peux dire, c'est que si on s'en réfère en tout cas à ce que dit Ekman, c'est-à-dire que cette expression qu'il a qualifiée comme étant universelle sont le fruit d'une structure cérébrale, ces enfants, dès qu'ils sont en âge de le faire, ont une parfaite connaissance de tout ce que les adultes peuvent exprimer à un niveau émotionnel. Ils n'auront peut-être pas les bons mots pour pouvoir le dire, mais du moins, simplement par empathie, on peut imaginer que s'ils voient que leur maman est triste, ils sauront l'identifier et que vraisemblablement, ils ressentiront cette tristesse, qu'elle pourra s'exprimer de la même façon que pour la maman. Oui, puis on dit en plus souvent que les enfants sont des éponges en plus à l'émotion. À juste titre, ils ont besoin d'apprendre, plus que les autres. Ça garantit leur survie. Mais oui. Après, c'est vrai que là, avec tout ce qu'on vient de dire, moi je me mets aussi dans la position en tant que praticienne, mais c'est vrai que ça demande aussi beaucoup d'observation, beaucoup d'énergie surtout. C'est pas trop fatigant à la longue, justement, surtout en séance, d'analyser les... Cette analyse, elle se fait d'une façon presque immédiate. D'un seul coup,
quelque chose nous apparaît, ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Si ça nous intéresse, on en est curieux. Comme on en est curieux, c'est facile de questionner par rapport à ça. Si a priori ça n'a rien à voir avec l'histoire, ou en tout cas ça ne nous intéresse pas tout de suite, on peut se le mettre sur un post-it mental, ou bien pour d'autres le noter, peu importe, et puis on pourra y revenir plus tard si jamais. Et si ça ne nous intéresse pas du tout, eh bien on passe à autre chose. L'idée, ça va permettre également d'avoir une séance peut-être vivante, également peut-être un peu plus vivante, car elle est en réaction de notre côté face à ce qui nous est proposé dans l'instant. Tu as commencé d'abord par pratiquer l'hypnose et après t'intéresser à l'analyse comportementale ou c'est l'inverse? C'est un peu compliqué parce que avant d'être hypno, pendant très très longtemps, j'étais dans le milieu de l'image et que forcément, depuis presque toujours, j'ai une fascination pour le cinéma que j'aime particulièrement. J'ai été metteur en scène et que quand on est metteur en scène, qu'il s'agit de proposer au public, c'est des réactions des acteurs, c'est-à-dire les expressions, qu'elles soient au niveau du langage corporel, qu'elles soient dans le langage verbal et paraverbal, c'est-à-dire toutes les intentions qu'on pourrait entendre à l'intérieur de la voix, et qu'elles se représentent également au niveau facial. Donc je pense que j'ai commencé antérieurement, mais comme pourrait le faire également un joueur de poker, par l'intérêt porté à la façon dont les émotions s'expriment. Mais là encore une fois, c'était dans un tout autre cadre. Après, j'ai découvert l'hypnose et quelques années après ma pratique, au bout de 2 ans ou 3 ans, je me suis intéressé au travail d'Ekman et je suis allé étudier ça dans son école qui est située à Manchester. Et tu dirais alors que l'analyse comportementale, elle a vraiment changé après ta pratique de l'hypnose? Oui, parce que ce que j'en ai appris par les équipes d'Ekman, eh bien, n'intégrait pas tout ce qui concerne les outils que l'on apprend quand on fait de l'hypnose. C'est-à-dire que, en tout cas, la formation que je dispense aujourd'hui est une formation qui est également nourrie par bien d'autres choses que les simples expressions faciales, par le langage corporel, principalement le travail de Joe Navarro, mais bien plus encore, tout simplement par un apprentissage empirique qui est celui de mes séances. Et pour s'entraîner alors à l'analyse comportementale, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui seraient intéressés? Plusieurs, regarder des films déjà, c'est plutôt extrêmement facilitant. Lire des livres aussi, même s'il n'y a pas d'image, mais je pense que, en tout cas, en ce qui concerne un hypno, la lecture est sans doute le meilleur des exercices. Je ne parle pas du tout de livres spécifiques au travail d'hypnose, mais je parle vraiment, pour le coup, de grands romans. La littérature française est remplie de très très grands écrivains. Je pense par exemple à Maupassant, qui a une connaissance du fonctionnement humain qui vous permet de faire l'impasse sur psychopathologie pendant des siècles. Et alors là, c'est peut-être une question aussi un peu différente, mais pour revenir un peu plus à l'hypnose, c'est vrai que l'hypnose, là, en ce moment, est un peu en changement aussi. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Toi, comment tu vois l'avenir de l'hypnose ? Alors là, pour le coup, toi, belle marque de surprise. Écoute, c'est très très difficile de me projeter. C'est quelque chose que je fais dans l'instant. Donc je n'ai pas vraiment forcément de futurisation à avoir par rapport à l'hypnose. Et puis la question me manque un petit peu de spécifique. Tu parles là pour les praticiens, l'hypnose en elle-même? Oui, c'est vrai que ça va un peu des deux en fait. Pour les praticiens, je pense que nous sommes aujourd'hui à saturation sur le marché. Voilà, ça je le pense très très clairement. Maintenant, à un tout autre niveau, il me semble que les personnes vont continuer de s'intéresser de plus en plus à leur propre développement. Peut-être parce que une forme de spiritualité les y pousse, un besoin de sens, à un niveau plus général, et que la recherche de son propre fonctionnement cérébral et du propre fonctionnement de ses émotions me semble être de plus en plus pertinent à l'avenir. Maintenant, est-ce que les cabinets continueront d'être remplis? J'en ai strictement aucune idée. Sans doute, oui, pour ceux qui sont déjà en place, sauf si jamais un scandale majeur venait à éclater. Mais l'un dans l'autre, depuis le temps qu'on pratique l'hypnose, des scandales majeurs, il n'y en a pas. Donc voilà. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à quelque chose que je pense fondamentalement, c'est que l'hypnose n'est pas si puissante que ça, que c'est une illusion peut-être parfois bien pratique de la part des praticiens que d'imaginer que ce soit un super pouvoir. C'est un outil très intéressant, c'est un outil très poétique, c'est une bonne façon d'être en regard par rapport à soi-même et d'être en regard par rapport aux autres. Maintenant, je ne pense pas que l'hypnose et sa pratique en elle-même soient suffisamment puissantes pour qu'elle puisse avoir un caractère dangereux. C'est-à-dire que je ne pense pas une seule seconde
seconde que l'hypnose de rue soit quelque chose de dangereux. Je ne pense pas non plus qu'un mauvais praticien soit a priori quelqu'un de plus dangereux que votre simple boulanger. Votre simple boulanger peut provoquer des abréactions, peut provoquer des décompensations, voilà. Par contre, le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est que le praticien ne soit pas un bon thérapeute. Et la seule chose que vous pourriez perdre, eh bien, c'est tout simplement, pour les personnes qui consultent, leur argent et leur temps. Peut-être si tu peux nous parler un peu de la formation que tu animes donc avec l'Arche sur l'analyse comportementale, un peu si tu devais la résumer. Eh bien, comme tu viens de le dire, c'est une formation que je donne dans le cadre des formations de l'Arche. Elle est itinérante, même si je me déplace quand même que très très peu, soit à Aix-en-Provence, soit à Nice, comme c'est le cas en ce moment. Les 3/4 du temps, elle se fait à Paris, elle se fait plusieurs fois par an. Elle n'est pas forcément réservée aux praticiens en hypnose, même si je trouve que c'est favorisant, parce que ça permet et on verra ça demain, ça permet de faire des exercices dans le cadre d'une interrogation ou d'une interview. Maintenant, il m'est arrivé de recevoir du personnel de justice dans cette formation, il m'est arrivé de recevoir des joueurs de poker, il m'est arrivé de recevoir plein de professions qui n'avaient a priori rien à voir avec l'accompagnement. Cette formation, à un niveau un peu plus spécifique, se propose sur 5 jours. Elle est principalement orientée sur les exercices. Ça, c'est simplement une volonté et en plus de ça, quelque chose qui appartient à ma propre compréhension. Je pense que c'est en faisant et en refaisant qu'on développe des capacités et que c'est ça qui m'intéresse principalement, c'est que les stagiaires, à l'issue de ces 5 jours, même si ça ne reste qu'une initiation, puissent avoir développé des capacités qui leur permettent de pratiquer dans leur quotidien. Voilà. Après, il y a un petit peu de théorie aussi, mais pas trop. Déjà parce que ça ne correspond pas tellement à mon fonctionnement. Donc voilà. Puis pour y assister, c'est vrai que déjà je sens que ça va tout de suite changer ma pratique en fait. Je pense aller un peu plus à l'essentiel et trouver les raccourcis, je pense. Alors je suis très très heureux d'entendre ça. Je pense que c'est avant tout à ça que ça sert. Trouver des raccourcis. C'est-à-dire ne pas nous laisser emmener par la petite histoire de l'autre, même s'il faut savoir de temps en temps écouter la personne qui consulte. Elle n'a parfois pas l'opportunité de dire ce qu'elle a à dire parce qu'elle est isolée. Maintenant, c'est pas dans cette petite histoire que l'on va trouver les éléments qui nous permettent de l'accompagner. Donc, c'est un gain de temps. Ce gain de temps, il correspond également au qualificatif qu'on attribue à la thérapie par l'hypnose, c'est-à-dire thérapie brève. Les personnes qui s'engagent avec nous, elles s'engagent pas forcément pour 20 ans. Donc ça, c'est un élément, et elles sont dans une attente, en plus de ça, extrêmement exigeante de résultats immédiats. Bien entendu, il s'agit de recadrer tout ça, l'hypnose n'étant pas un outil magique une fois de plus, même s'il peut se passer des choses étonnantes, mais bon, ça nous échappe un peu en tant que praticien, mais voilà, donc ça permet à la personne qui consulte d'avoir moins de séances sans doute, et pour la personne qui accompagne, de ne pas s'ennuyer pendant les séances. Voilà. Ouais, super, moi j'ai hâte de tester les prochaines séances, je pense que ça va être amusant. Ouais. Cool. Et je te remercie déjà de tout le temps que tu m'auras accordé pour la formation aussi qui est très enrichissante. Peut-être un petit mot de la fin pour conclure. Je vous souhaite une bonne journée, même si vous voyez ça ce soir, le soir, ce sera pour demain. Merci. Avec grand plaisir.